Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui nous sommes à Vélizy, à côté de Paris, dans une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle. Car nous allons partir à la rencontre de drôles de médecins qui soignent leurs patients grâce à cette technologie. Vous allez voir qu'en trompant le cerveau, on peut traiter certaines pathologies, comme les phobies par exemple. Le but de la réalité virtuelle, c'est de désapprendre la peur. Nous verrons ensuite que la révolution écologique se joue aussi dans la tête. Pour changer les mentalités, les habitudes, il vaut mieux récompenser que sanctionner. C'est ce que l'on appelle la ludification. C'est très sympa, quoi. Ça sollicite plus les gens à venir à poser son gobelet, sa canette et gagner quelque chose, voilà. Enfin, direction le ciel et les nuages pour monter à bord d'un géant désert. Le dirigeable reprend du service et grâce à Futur Mag, vous êtes du voyage. C'est génial. C'est une expérience très spéciale. Bien entendu, à tout moment, avant, après ou même pendant l'émission, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux. La réalité virtuelle ne se cantonne pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, elle est aussi utilisée en médecine pour guérir notamment les phobies. Et c'est le sujet de notre rubrique Homme. Mais avant de découvrir ces thérapies d'un nouveau genre, regardons ensemble en quoi consistent ces peurs irrationnelles que l'on appelle phobies. Une phobie est une peur irrationnelle causée par des objets, des situations ou des animaux ne présentant aucun caractère dangereux. Or, près de 80 millions d'Occidentaux souffriraient d'une phobie provoquant des angoisses et des sensations d'étouffement bien réelles. Sans compter qu'il s'agit de la pathologie psychiatrique la plus fréquente chez les femmes. On distingue 3 types de phobies. D'abord celle dite simple, car portant sur un objet spécifique, comme la cynophobie et la brontophobie, soit la panique des chiens et du tonnerre. Sans oublier au passage celle du nombre 13 et même des clowns. Il y a ensuite les phobies sociales, bien plus handicapantes, telles la peur d'être contaminé par des germes ou simplement de rougir. Enfin, l'agoraphobie est à part. En sont victimes ceux qui sont terrorisés à l'idée de ne pouvoir s'échapper d'un lieu, bloqués par la foule ou paradoxalement au milieu d'un désert, loin de toute sortie apparente. Il existe différentes thérapies, mais comme la meilleure consiste à confronter progressivement le phobique à ses peurs, le traitement peut s'avérer compliqué et un peu dangereux. Confronter les patients à un monde virtuel pour désamorcer leur peur, c'est le principe de ces nouvelles thérapies comportementales qui ressemblent à s'y méprendre à des parties de jeux vidéo. Nous partons tout de suite à Würzburg, en Allemagne, dans un laboratoire pionnier dans le domaine. Aujourd'hui, la frontière entre le monde réel et le monde virtuel est de plus en plus floue. Avec le développement de certains jeux vidéo parfois violents, la réalité virtuelle a quelquefois mauvaise presse, car on ne mesure pas toujours l'impact que cela aurait sur notre comportement. Pourtant, l'immersion dans un monde parallèle pourrait dans certains cas être bénéfique. Car depuis quelques années, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont fait leur entrée dans le monde médical et scientifique. Elles sont devenues des outils qui seraient utiles pour soulager les douleurs physiques et psychiques. Würzburg, en Allemagne, à la clinique universitaire. Paul Paoli, chercheur en biopsychologie, travaille depuis des années sur les innovations thérapeutiques pour soigner la phobie des araignées ou des serpents. Depuis quelques mois, il cherche à guérir avec un nouvel outil une peur fréquente qui touche 5% de la population mondiale, l'acrophobie, la peur panique du vide. Heiko, ce jeune étudiant en psychologie, se prépare à tester cet outil pour faire une démonstration en immersion dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, vous allez être confronté à une hauteur. Vous allez devoir gravir une tour par étape. Il va entrer dans ce caisson équipé de lunettes 3D et le professeur Paoli va suivre ses réactions à distance depuis ce centre de contrôle. L'idée, c'est de confronter le patient au vide de manière très graduelle. Heiko va réaliser une ascension étage par étage d'une tour de 100 mètres de haut. Il se tient exactement ici, au pied de la tour. Et on demande quelle peur ça déclenche chez lui avant de monter et avant d'être en hauteur. Quel vertige avez-vous sur une échelle de 0 à 100 ? 20. Le protocole est standardisé et les questions sont automatiques pour mesurer et comparer l'évolution du niveau de sa peur
à chaque fois qu'il gravit un nouvel étage. Maintenant, sur une échelle de la peur de 0 à 100, il est arrivé à 50, ce qui est relativement élevé. Nous voulons analyser à quel moment il ne peut plus monter, à quel moment la peur l'arrête, pour pouvoir comparer ensuite, lors d'une autre session, s'il a pu dépasser ce niveau et aller encore plus haut sans avoir peur. Pouvez-vous estimer à quelle hauteur vous vous trouvez en regardant du haut de cette tour? Je dirais 100 mètres. Le but de la réalité virtuelle, c'est de désapprendre la peur. En sortant du caisson, la démonstration semble avoir été concluante. Marche après marche, le virtuel est devenu bien réel pour Heiko. Et l'expérience est impressionnante. C'était très réaliste, surtout quand on regarde à travers les grilles. On regarde en bas et on pense « wow ». Quand on est dans cette boîte, on se fond peu à peu dans l'environnement et on a l'impression d'être en haut d'une vraie tour. L'origine de la peur est multiple, mais on sait aujourd'hui que dans notre cerveau instinctif, c'est l'amygdale qui s'active. Elle joue un rôle primordial dans le décodage des émotions et principalement dans le mécanisme de la peur. En répétant des exercices, on entraîne cette partie du cerveau. Nous savons que dans la peur pathologique, cette amygdale réagit de manière dysfonctionnelle et qu'elle est activée par des stimuli dans certaines situations qui, objectivement, ne sont pas dangereuses. Et le but de la thérapie, c'est d'entraîner l'amygdale de manière à ce que le stimuli de la peur n'active plus automatiquement ce centre et que la peur soit réduite. Une étude du professeur Paoli montre que dans une dizaine de cas, en répétant 4 fois ces sessions, la peur baisse de manière significative. La thérapie de la réalité virtuelle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut reproduire beaucoup de situations. Le deuxième, nous n'avons pas besoin de sortir du bureau. On peut le faire en consultation avec un médecin ou un thérapeute. Et le troisième point est très important, c'est que c'est plus facile pour les patients. Le pas est plus facile à franchir pour surmonter sa peur. Il y a des statistiques qui montrent que lorsqu'on demande aux patients « qu'est-ce que tu préfères ?», 90% répondent « je préfère le faire dans la réalité virtuelle ». D'autres applications sont déjà envisagées. Par exemple, pour soigner les stress post-traumatiques des soldats de retour de guerre ou pour traiter le déficit de l'attention. Dans ces cas, la réalité virtuelle sert à leurrer le cerveau pour soulager des douleurs psychiques. Dans d'autres situations, on utilise la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'on superpose une image virtuelle à la réalité, comme par exemple pour soulager les douleurs fantômes. On ajoute un bras virtuel à un patient amputé pour tromper le cerveau et traiter cette fois ses douleurs physiques. Göteborg, en Suède. Tore Johnson, ce retraité de 73 ans, a perdu son avant-bras dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Le début d'un long calvaire pour lui. C'était il y a 48 ans. Je suis sorti de la route et j'ai été éjecté de la voiture et mon bras a été coupé en deux. J'ai eu des douleurs du membre fantôme très fortes après ça. Picotements, crampes, Tore ressent des douleurs à son avant-bras qui pourtant n'existent plus. Il ne dessert plus son point fantôme. C'est cela qu'on appelle la douleur du membre fantôme. Dans notre cerveau, la zone de représentation de nos membres se trouve dans le cortex. Dans le cas d'un bras amputé, la zone correspondant à ce bras ne disparaît pas, même si le bras, lui, a disparu. C'est probablement l'origine des douleurs fantômes. La zone du cortex attend désespérément des messages qui ne viendront plus. Le membre absent ne peut plus envoyer de messages au cortex. Cette confusion provoquerait un signal de douleur. Il y a quelques mois, après avoir tout essayé, Tore a eu un nouvel espoir en participant à une expérience pilote menée par Max Ortiz-Catalan, ingénieur et chercheur à l'université Calmers. L'idée ? Soulager la douleur du membre fantôme en trompant le cerveau avec la réalité augmentée. À l'aide d'électrodes installées sur son moignon,
Il enregistre et identifie d'abord les signaux nerveux de chaque muscle initialement relié à l'avant-bras. Maintenant que nous avons placé les électrodes, ce que nous avons besoin de faire, c'est vérifier que nous avons un signal électrique des muscles. Et si on fait ouvrez la main et relaxer, une fois qu'on a identifié le signal, on peut en faire des algorithmes pour traduire les intentions de ces mouvements. Initialisé, l'ordinateur reconstitue les mouvements de l'avant-bras avec ce bras virtuel. Open. Relax. Puis on place un bras virtuel sur l'image filmée du patient. Le programme sait où il doit placer le bras, parce que nous avons ce marqueur. On parle alors de réalité augmentée. Yes, it's good. Yes! It works fine, yeah. Au début, c'était très difficile de trouver les muscles pour moi parce que je ne les avais pas utilisés depuis très longtemps. Maintenant, je peux même bouger un simple doigt. Et c'est très très drôle. Ce retour visuel stimule l'action du patient en voyant qu'il bouge son bras virtuel. Touré exerce concrètement ses muscles. Il peut donc commencer un véritable entraînement sportif grâce à ce jeu. Plutôt que de se servir du clavier pour commander le jeu, on utilise maintenant les mouvements de son bras fantôme. Pour conduire cette voiture, ce qu'il essaye de faire, c'est bouger son poignet. Et donc la voiture va à gauche ou à droite, et pour accélérer la voiture, il fléchit le coude. Pendant tout ce temps, il utilise ses mouvements fantômes, et le cerveau active les zones qui n'étaient plus utilisées auparavant. Oh, that's new. That was nice. Il y a deux idées principales avec ce traitement. L'une, c'est de donner au cerveau l'illusion que le corps est à nouveau entier, avec un nouveau bras. C'est le retour visuel que nous apportons au cerveau. Ça, c'est une partie. La seconde partie, et sans doute la plus importante, c'est l'exécution du mouvement qui fait refonctionner la zone du cerveau qui n'était plus utilisée. Là, on la réactive de nouveau par l'exécution de différents mouvements. Donc on fait refonctionner le poignet, bouger de nouveau la main, les doigts. On essaye de faire refonctionner cette partie du cerveau d'une manière engageante et ludique. To be used again in an engaging and entertaining way. Parfois, je n'ai plus mal du tout, et c'est fantastique. Après toutes ces années de souffrance, c'est très très bien pour moi, et j'espère aussi pour les autres. En s'exerçant au quotidien, la douleur de Touré a presque disparu. Cette étude pilote n'a été testée pour l'instant que sur lui. Mais pour en vérifier l'efficacité à plus grande échelle, un test clinique va débuter dans 3 hôpitaux suédois, puis dans d'autres cliniques en Europe. Les traitements par la réalité virtuelle et augmentée semblent très concluants. Et ils pourraient déboucher sur un grand nombre d'applications futures. David Naon, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le directeur de ce laboratoire d'immersion virtuelle. Absolument. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Alors là, on prépare une intervention chirurgicale en virtuel. D'accord. Alors regardez les lunettes, vous allez voir. Ces lunettes, elles ont quelque chose de très particulier. C'est que quand on est dans l'intérieur de cet espace-là, le live chez nous, les images bougent. C'est-à-dire que l'orientation des lunettes vont définir ce qui est affiché sur les murs. Exactement. Et en fait, on recrée l'effet de parallaxe qu'on a dans la vraie vie. Quand on se déplace comme ça, on voit quelque chose de différent. Et ben, on le recrée en virtuel, c'est tout synchronisé, et c'est en 3D en plus, c'est en relief. Voilà. Ah oui, c'est en 3D, ouais. Exactement. Et concrètement, ça peut servir à quoi? Alors là, par exemple, on peut incarner le rôle d'un chirurgien pour affiner potentiellement la préparation de l'intervention. D'accord. Et l'idée, c'est d'arriver à quoi? À repérer les organes de façon très précise, le cadre général nécessaire à l'opération? Voilà, par exemple. Donc ici, ce sont les mêmes outils qu'on utiliserait dans l'industrie pour préparer sur une chaîne de montage, un assemblage. Sauf que maintenant, on applique tout ça à une salle d'opération, par exemple. Alors, on a vu dans le petit reportage avant qu'on pouvait utiliser la réalité virtuelle pour guérir des gens des phobies. Aussi bien faite soit-elle, cette réalité virtuelle, on sait bien que c'est pas le réel. Alors comment se fait-il que le cerveau se laisse berner?
eh bien, en fait, elle fait réel. C'est ça la grande magie de la réalité virtuelle, c'est que, vu du cerveau, on a complètement le ressenti d'être en train de vivre une émotion, et en particulier une phobie très forte, exactement comme si on était dans la réalité. Mais moi, quand je suis ici, je découvre un univers, mais je garde en tête que je suis dans quelque chose de factice. Eh bien non, pas vraiment. En fait, notre cerveau, la communauté scientifique utilise cette métaphore depuis longtemps, en fait, d'un cerveau plutôt interne et d'un cerveau externe, voire du cheval et du cavalier. On pourrait dire que notre cerveau émotionnel, c'est le cheval. La partie animale. Une partie animale, une partie instinctive, spontanée, etc. Et le cavalier, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est la conscience d'une certaine manière. C'est donc deux parties de notre cerveau qui sont complémentaires. Donc la réalité virtuelle ne trompe pas le cavalier, mais en revanche trompe le cerveau primitif, le cheval. Voilà. Alors, ça marche pour traiter les phobies. Est-ce que c'est le même principe qui est recruté pour les douleurs fantômes, par exemple? On va aller faire croire au cerveau qu'il y a cette présence virtuelle. Et donc, pareil, à un niveau sous-cortical, à un niveau suffisamment bas. Et donc, on recrée cette boucle, c'est important, la boucle action-perception. Et donc, on va pouvoir débrancher le bras virtuel progressivement et l'éteindre, non pas violemment comme pendant l'accident. Ouais. Voilà, on va l'éteindre doucement, ce qui fait qu'il n'y aura pas cette activité qui reste en écho et qui fait douleur. Donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment, on trompe le cerveau. Est-ce qu'il existe d'autres applications d'ordre médical à cette technique? Alors, une application qui a été réalisée avec nos technologies de Dassault Systèmes, c'est l'usage pour des grands brûlés, en fait, et des enfants en particulier, qui ont des soins à faire quotidiens, par exemple retirer les pansements, etc. Ce qui est douloureux, évidemment. Ce qui est très douloureux, et on ne va pas tous les jours leur administrer des antalgiques, parce que ça a beaucoup d'effets secondaires. Et donc, on va travailler sur leur attention. Donc, on va leur faire voir un monde, entre autres là dans cette application-là, c'est un monde de neige, de banquise avec des pingouins, et c'est un jeu. Donc en attirant l'attention vers un monde qui lui n'est pas chaud et qui est autre, et en coupant de la réalité douloureuse le patient. On atténue la perception de la douleur. Et jusqu'au point où on peut lui faire ses traitements quotidiens sans aucun antalgique, et l'enfant ne montre pas de signes de douleur. Alors, il existe d'autres applications médicales encore, dont une que nous avons trouvée sur Internet. Il s'agit d'un cyberpsychologue. C'est assez surprenant et c'est notre bref du web. Une équipe de chercheurs américains vient de mettre au point un psychologue virtuel. Associé à un algorithme informatique, le logiciel analyse les expressions faciales, la posture et l'intonation de la voix du patient, comme on peut le voir à gauche de l'écran. À droite de l'écran, l'avatar du psychologue, créé par l'application SimSensei, réagit et pose des questions en temps réel. Le logiciel est ensuite capable de détecter les signes d'angoisse ou de dépression potentiels. Selon les porteurs du projet, le programme pourrait détecter les symptômes de la dépression avec 90% de précision. Mais un logiciel est vraiment capable de poser un diagnostic? C'est quelque chose d'assez dérangeant, voire d'effrayant. Alors, c'est pas que le logiciel, hein, il y a des thérapeutes derrière. C'est très important de ne pas se dire qu'on est en train de complètement remplacer le thérapeute par une machine. Ça n'arrivera pas. Et en termes de psychologie, il y a d'autres utilisations de la virtualité? Alors oui, nous on a travaillé d'ailleurs sur un projet qui s'appelle Agathe et qui permet de traiter des patients qui ont eu des lésions cérébrales, soit des accidents vasculaires, soit des traumatismes crâniens. Et l'idée c'est de permettre avec du virtuel de faire repousser des connexions là où le cerveau a perdu ses capacités. Et on va aller demander au cerveau de recoloniser les fonctions, de les remettre en marche avec des cellules voisines ou avec d'autres cellules à côté, quand il y en a suffisamment. Oui, c'est plus simple de créer cette situation virtuellement que d'aller emmener Exactement. les gens dans des situations réelles. David Naon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Je vous souhaite une bonne continuation dans cet univers virtuel. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Récompenser les gestes écolos plutôt que sanctionner les mauvaises habitudes, c'est une nouvelle tendance et c'est le sujet de notre rubrique Terre aujourd'hui. Une approche qui sort directement des laboratoires des sciences du comportement. On regarde ça en détail et en animation. Faire du sport au quotidien, recycler ses déchets ou encore respecter les limitations de vitesse,
sont autant de pratiques vécues comme des contraintes pour la plupart d'entre nous. Alors que se passerait-il si on passait par le jeu et l'amusement pour inciter au changement? Ce concept appelé gamification ou ludification est l'une des grandes tendances du moment. Issue des domaines du marketing et de la communication, et cette tendance débarque en Europe. Une série d'expériences menées en Suède a démontré l'intérêt du concept. Pour motiver les passants à faire un peu d'exercice, un escalier sous forme de piano est installé à la sortie du métro. Et ça fonctionne. Après le premier moment d'hésitation, ils sont 66% plus nombreux que d'habitude à emprunter l'escalier musicien aux dépens de l'escalator. Ici, c'est un radar un peu spécial qui est placé sur cette grande avenue de Stockholm. Au lieu de flasher les excès de vitesse, il prend en photo les véhicules qui respectent les limitations. Leurs conducteurs auront peut-être la chance de recevoir quelques jours plus tard un lot pour bonne conduite. C'est une bonne initiative, je respecte le code de la route et je gagne de l'argent, parfait. Pas sûr de gagner à tous les coups, mais l'espoir de récompense fait mouche et la vitesse moyenne sur cet axe a baissé de 22%. Pour Laurent Madelin, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université Lille 3, la clé du succès de la gamification se situe dans notre cerveau. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est donc qu'il y a des circuits de la récompense qui sont liés aux circuits dopaminergiques principalement. Et ces circuits de la récompense, ils vont être activés quand il y a un événement qui se produit et qui est désiré par l'organisme. Et donc ces circuits de la récompense, ils vont venir fixer le comportement qui a été émis précédemment. Le circuit de la récompense, qui favorise donc la répétition d'un comportement ou d'une action, est chez l'homme comme chez l'animal en étroite relation avec le siège du plaisir. Le siège du plaisir se trouve dans le cerveau. En son milieu, une région appelée aire tegmentale ventrale centralise les informations sur nos besoins fondamentaux. Selon le niveau de nos manques, elle libère un messager chimique nommé dopamine, chargé de communiquer l'information à une autre zone du cerveau dite noyau accumbens. Reliées, ces zones forment alors ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Son but est simple, combinant l'aiguillon du manque avec l'appât du plaisir, il nous pousse à répéter inlassablement les comportements indispensables à la survie individuelle. Appliquée aux éco-gestes, l'idée d'utiliser le jeu pour motiver le changement de comportement est plutôt prometteur. C'est le pari du recyclage ludique proposé par cette machine installée le temps d'une journée sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Non seulement cette machine récupère et trie gobelets, canettes et bouteilles en plastique, mais elle récompense le geste citoyen par un système de jackpot. Après avoir déposé le déchet, l'utilisateur peut tenter sa chance et gagner un lot. Ou rien du tout. Ah bah gagné. Et ben voilà. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre des bons de réduction ou des cadeaux, ou le fait de planter un arbre en Amazonie pour Pur Projet. Je vais faire un 2. Ah, bravo. Vous étiez au bout de la démarche, c'est bien. L'idée fédératrice et qui est extraordinaire à notre sens, c'est le fait d'associer un geste de tri à quelque chose d'un peu ludique. De dire à un moment donné, concilier, utile et agréable. Faire en sorte qu'effectivement, quand les gens font ce geste, qui n'est pas forcément toujours naturel, et ben à un moment, ils y trouvent une forme de plaisir qui n'est pas que le fait de s'inscrire dans quelque chose de citoyen, entre guillemets. Et en plus, on est même dans une démarche où on veut que les gens posent le déchet plutôt qu'ils le jettent, parce qu'on veut réellement valoriser le geste. Les déchets ont de la valeur, c'est potentiellement de la matière première de seconde génération, et on veut que les gens s'en rendent compte. Le public adhère et comprend bien la démarche. Je pense que c'est mieux l'approche par le jeu que par la répression, effectivement. C'est très sympa, quoi. Ça sollicite plus les gens à venir à poser son gobelet, sa canette et gagner quelque chose, voilà. Le domaine du recyclage n'est pas le seul à avoir besoin du coup de pouce de la gamification. 93% des Français sont préoccupés par les changements climatiques, mais ils ne sont qu'un tiers à utiliser un mode de transport écologique. Alexis n'est pas spécialement un militant vert. Pourtant, il ne circule plus jamais en voiture dans Paris et c'est à vélo qu'il se rend au travail. Pas seulement pour les bienfaits du sport, car en roulant, Alexis reçoit une récompense sous forme de points cadeaux. À chaque fois que je prends le Vélib, je cumule des points qui, au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, me permet d'échanger avec des cadeaux ou des bons chez des partenaires. Le site internet qui gère les points s'appelle Cité Green.
C'est une petite start-up qui veut sortir de l'écologie punitive et préfère miser sur le jeu pour changer le monde. Donc Cité Green a été créé avec comme vocation de réduire le bilan carbone des Français. Et donc, de manière un peu cynique, finalement, on s'est dit que pour que les gens changent, il fallait les rémunérer. Aujourd'hui, 50 000 personnes se sont inscrites sur le site. Alexis, lui, s'est pris au jeu et fait partie des bons élèves. Je suis toujours deuxième au classement général. Donc ça, c'est bien. Je ne pense pas être premier, mais ça me va. Comme je suis joueur, je prends en compte les challenges, la façon de gagner les points pour peut-être modifier mes trajets pour avoir ces points-là, j'avoue. La gamification s'étend à d'autres domaines grâce à l'explosion du numérique. Déjà, 11 millions d'utilisateurs sont adeptes des jeux proposés par une grande marque de sport. Et le phénomène devrait se généraliser dans le monde du travail. On prévoit qu'une entreprise sur 2 devrait utiliser la gamification pour doper la motivation de ses salariés en 2015. Pour poursuivre notre réflexion sur la ludification, je suis maintenant en compagnie de Florent Morin. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes concepteur de jeux et spécialisé dans ce qu'on appelle les serious games, les jeux à vocation pédagogique qui facilitent l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que la ludification telle qu'elle est envisagée pour l'écologie est efficace? À court terme, j'ai l'impression que c'est efficace. Les gens aiment le côté ludique, on a bien vu sur le reportage, le fait de mettre son gobelet dans la machine et de voir si on a gagné. Ça, c'est quelque chose qui marche à court terme, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris les mécaniques de jeu? Ça veut dire qu'il faudrait mettre de la profondeur dans ces jeux, c'est ça? Mais je pense qu'en fait, l'important, c'est d'être honnête avec les joueurs. L'important, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de jouer. Ils ne sont pas en train de jouer pour gagner un café ou pour planter un arbre. Ils sont en train de jouer concrètement pour sauver la planète en recyclant. Si on veut que ça s'installe durablement et que les gens modifient leur comportement durablement, il faut qu'ils soient persuadés intimement que ça a un intérêt. Est-ce qu'il existe d'autres domaines de la vie courante où la ludification pourrait jouer un rôle? On voit de plus en plus, depuis environ les années 2000, le jeu prendre de plus en plus de place dans nos sociétés. On a vu par exemple l'armée américaine avoir recours à des jeux vidéo pour essayer de recruter des jeunes soldats. On a vu aussi les grandes entreprises utiliser le jeu pour la formation. Par exemple, ERDF, donc Électricité Réseau Distribution, l'EDF, devait former des employés qui avaient 30 ans de boutique, qui avaient l'impression de connaître complètement leur métier sur le bout des doigts. Si vous les mettez dans une salle de formation avec un jeune formateur d'une trentaine d'années... Le message aura peut-être du mal à passer. Aucune chance que ça passe, aucune chance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un prestataire de leur fabriquer un jeu dans lequel ces employés allaient pouvoir expérimenter par eux-mêmes, se mettre en situation et conduire des opérations de maintenance dans des zones très risquées. Et donc c'est en se trompant, en faisant des erreurs, qu'on leur disait « Ah bah t'as touché ce fil-là, super, il y avait 20 000 volts dedans, ça y est, t'es mort, t'as été électrocuté ». Donc le fait que ce soit complètement virtuel, dédramatisé complètement, ça permettait de déclencher la parole. Et là, il y avait un formateur qui ensuite pouvait venir et discuter des nouvelles normes de sécurité et améliorer donc l'efficacité sur le terrain de ces personnes. Alors si on peut faire émerger des comportements vertueux avec la ludification, j'imagine que le contraire est possible aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu un des problèmes de cette tendance, c'est que être un game designer, c'est être un petit peu totalitaire. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien, vous le récompensez. Ce qui n'est pas bien, vous le punissez. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est de quoi il faut se méfier. Il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Il faut être parfaitement honnête avec les gens sur ce qu'on leur propose comme expérience. Par exemple, j'ai en tête cette fameuse marque de boissons dont je tairai le nom, qui avait mis dans une gare une grosse boîte avec un écran. Et l'écran demandait aux gens de danser. Et si les gens dansaient bien, elle leur donnait une bouteille de boisson gratuitement. Donc pourquoi pas? Très bien. Sauf que là, c'était danser, mais qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Est-ce que si on avait encouragé les gens à se mettre des bourre-pifs, est-ce qu'ils l'auraient fait? Voilà. Le problème est là. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de danser. Ils ne savaient pas quelle était la vraie logique derrière tout ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés et que ça allait devenir un spot de pub pour faire la pub de la marque de boisson, etc., etc. Donc il manque dans cet exemple-là une forme d'honnêteté et d'éthique de la ludification. Tout à fait. À mon avis, là, on est vraiment sur la ligne fine qui sépare la manipulation du game design ludique. Florent, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Au revoir et bonne continuation sur ce chemin de la ludification.
Et vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Pour notre rubrique objet, nous sommes maintenant au parc André Citroën à Paris, devant ce ballon équipé de capteurs qui servent à mesurer la qualité de l'air, une sorte d'observatoire atmosphérique. C'est une nouvelle utilisation de ces drôles d'engins que sont les montgolfières et autres dirigeables, et vous allez voir que ce n'est pas la seule. Dans les années 20, les dirigeables, ces immenses ballons plus légers que l'air grâce à l'hydrogène, faisaient le bonheur des touristes. Mais en 1937, dans le New Jersey, le rêve part en fumée. Le plus célèbre de ces ballons, le Hindenburg, explose en plein vol à cause de l'embrasement de son gaz hautement inflammable. Depuis, on les croyait tombés aux oubliettes. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, les dirigeables font leur retour. Ces dernières années, les initiatives pour relancer ces ballons se multiplient. Et parmi elles, deux grandes tendances. Utiliser ces engins volants pour le tourisme ou pour des missions scientifiques. Derrière ces collines, dans le Var, près de Marseille, une société conçoit une nouvelle génération de dirigeables ultra légers spécialement adaptés pour des missions de surveillance. Baptiste Regat, le directeur ingénieur, a inventé ce concept de dirigeable sans aucune structure, baptisé l'AN 400. L'AN 400 est composé d'une enveloppe qui contient un gaz plus léger que l'air de l'hélium qui permet de porter l'appareil et également d'une nacelle qui accueille un pilote et les moteurs pour propulser le ballon dirigeable. C'est un ballon dirigeable de type blimp. Le blimp, c'est le terme pour désigner un ballon qui ne contient aucune structure, contrairement à ceux des années 40. Mais ça n'est pas le seul progrès. Aujourd'hui, les ballons ne volent plus à l'hydrogène, mais à l'hélium, un gaz rare, ininflammable, ce qui réduit considérablement les risques d'accident. L'hélium est 7 fois plus léger que l'air. Le ballon rempli d'hélium peut donc s'envoler sans aucun effort. Mais pour qu'il soit dirigeable, comme le veut son nom, il faut qu'il puisse avancer dans n'importe quelle direction. Pour cela, un moteur est situé sur chaque côté, relié à de grandes hélices. Ces hélices peuvent pivoter à 90 degrés vers le haut ou vers le bas. Selon l'angle de ces hélices, l'engin est capable de décoller ou d'atterrir verticalement. Ces dirigeables coûtent en moyenne 3 fois moins cher qu'un avion biplace et consomment 10 fois moins de carburant. En 2013, la société a vendu ses 3 premiers ballons. Un démarrage prometteur qui pourrait bien faire de ces dirigeables les nouveaux acteurs de la surveillance maritime. Le ballon dirigeable est très complémentaire aux avions et aux hélicoptères. Complémentaire au ce sens où ils ont une capacité à se mouvoir et une très longue endurance. Et une capacité à faire du vol stationnaire. L'AN 400, qui évolue autour de 85 km/h, peut rester en stationnaire jusqu'à 10 heures dans les airs, ce qui serait tout simplement impossible pour un hélicoptère. À leur bord, des radars et des caméras les plus performantes du moment. Vous voyez que la qualité de l'image est extrêmement stable. C'est dû à la grande stabilité en vol du ballon dirigeable et l'absence de vibration. Mais pour en arriver là, il a fallu relever un certain nombre de défis, et pas des moindres. Comment accrocher une nacelle à un ballon et quels matériaux utiliser? Ici, ce sont les bandes qui vont constituer l'enveloppe du ballon. Elles peuvent être transparentes ou blanches. C'est Adrien Regat, ingénieur et associé, qui s'occupe de leur conception. Elles sont constituées de polyuréthane, un plastique qui assure l'étanchéité, et de fibres textiles pour la résistance. À cette enveloppe, on accroche ensuite la nacelle. Vous avez ici les triangles, qui sont les triangles de fixation des suspentes. On les soude, on passe ensuite un anneau de fixation et on y accroche la suspente. La suspente, c'est ce qui maintient la nacelle. Accrocher la nacelle grâce à des fixations directement soudées à l'enveloppe, l'idée est ingénieuse. Ensuite, pour vérifier ces soudures, les ingénieurs réalisent des essais. À l'aide d'une machine de traction, ils testent la résistance des triangles, car il ne faudrait pas qu'ils lâchent en plein vol. Maintenant, à 470 kg, le triangle va bientôt céder. Nous avons atteint plus de 500 kg de résistance maximale. C'est-à-dire que chaque triangle comme celui-ci peut supporter 500 kg.
Et avec 32 triangles comme celui-ci, la nacelle a de quoi bien tenir. D'ici 3 semaines, le ballon pourra voler et réaliser sa première mission. Mais les blimps ont leurs limites. Car aujourd'hui, on ne sait pas encore en fabriquer de très grands. Pour transporter plus de poids, on doit utiliser un autre genre de ballon nécessairement soutenu par une structure comme les ballons d'antan. Mais les dirigeables de cette envergure ont eux aussi profité des dernières avancées technologiques. Ce gros mastodonte est la nouvelle coqueluche de l'Allemagne du Sud. Il est dédié au transport de passagers. Tous les jours, il emmène des touristes survoler les environs du lac de Constance près de la Suisse. Il appartient à la société Zeppelin, les plus anciens fabricants de dirigeables. Ici, vous voyez 2 Zeppelins. Nous en avons construit jusqu'à présent 5 comme ça. Il y en a 2 ici à Friedrichshafen qui transportent des passagers. Haut comme un immeuble de 5 étages et large comme une autoroute à 4 voies, ces dirigeables sont surnommés l'ENT pour Nouvelle Technologie. Leur atout, transporter une douzaine de passagers en toute sécurité. Lorsque nous avons imaginé ce dirigeable, nous avons bien sûr analysé tous les accidents qui ont eu lieu il y a 70 ans, l'accident de Lindenburg ou d'autres, dus à la météo. Il s'est avéré qu'on devait changer des choses pour que le dirigeable vole de manière plus sûre. Alors, fini l'hydrogène explosif. Ici aussi, on utilise de l'hélium. Comme pour les blimps, pour une manœuvrabilité idéale, 3 moteurs et hélices pivotantes sont répartis autour du ballon. Mais contrairement au blimp, ici, la nacelle est accrochée à une structure. On parle de dirigeable semi-rigide. Et à l'intérieur de l'enveloppe, un squelette sur lequel tout est rattaché est conçu avec des matériaux de pointe. Ici, c'est la structure du Zeppelin Hindenburg. On faisait 5,5 millions de soudures. On peut imaginer le temps que ça prenait de les construire. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui, ce ne serait pas rentable. Désormais, on construit le Zeppelin avec une armature en aluminium. Et pour les portants triangulaires, on utilise de la fibre de carbone, qui est très légère. Le poids total de cette structure est de seulement 1 tonne, soit le poids d'une petite voiture. Ce qui est un exploit pour un engin de ce gabarit qui peut, quant à lui, soulever jusqu'à 2 tonnes. Aujourd'hui, ces gros ballons ont du succès. À Friedrichshafen, ce sont 13 000 passagers qui font l'expérience chaque année. À bord, les touristes profitent du cadre dans un calme inattendu. Évoluant à une vitesse de 70 km/h, l'appareil est bien moins bruyant qu'un hélicoptère ou un avion. Et il consomme 2 fois moins que ces engins. Un véritable atout écologique. Les touristes sont conquis. Cette croisière d'un nouveau genre semble valoir son prix, pourtant onéreux, 450 € par billet tout de même. C'est génial. C'est une expérience très spéciale. On voit tellement de choses en si peu de temps que je trouve que c'est un prix raisonnable. En 2017, Paris deviendra propriétaire d'un dirigeable comme celui-ci. On les croyait abandonnés pour l'éternité, mais ces drôles d'engins n'ont pas dit leur dernier mot. Envoyer des engins dans le ciel pourrait bientôt rendre d'autres services plus surprenants encore. Connecter les régions du monde qui n'ont pas accès à Internet, c'est notre bref du web. Le dernier projet de la firme Google s'appelle Loon, un projet qui vise à développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète grâce à des ballons stratosphériques. Le ballon permet une connexion sur 40 km autour de lui. Au sol, les maisons équipées d'antennes relais captent le réseau. Équipé de panneaux solaires, un ballon qui vole à 20 km du sol dans la stratosphère utilise les différents courants de vent pour se déplacer. Lors d'un test pilote en juin dernier, un de ces ballons a fait le tour du globe en 22 jours. Le prototype est en phase d'optimisation dans la Silicon Valley. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur arte.tv/futurmag et les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut und bis bald!